All my niggas living by the code of the street. Street law, motherfucker. 1, 2, 3. When I walk, I'm living by the street law. When I talk, I'm living by the street law. When I hang, I'm living by the street law. When I bang, I'm living by the street law. Fuck the judge, I'm living by the street law. The DA, I'm living by the street law. Ok. Intrusion, Damien, l'atypique, Losco Rémi. Alors, Damien, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ça va bon, un peu fatigué, on récupère et puis j'ai recommencé l'entraînement aujourd'hui, il est très léger. Très léger. En tout cas, félicitations à toi pour ta victoire de ce week-end. Ça, c'est la Merci, première chose. c'est gentil. Ah ouais, franchement, félicitations et je sais que ça va amener d'autres victoires. Tu peux nous faire un petit résumé de ton parcours? Bah, le résumé de mon parcours il est assez simple. J'ai commencé le MMA très jeune, donc il y a 17 ans en arrière. Ah ouais. Donc avec Johnny Frachet, commencé le MMA, qui s'entraînait à l'époque à la Brazilian Top Team. Ah, oui, d'accord. En France sous cette bannière-là. Donc il y avait une école à Évry, une école à Dismons, et puis ça a démarré en fait d'ici. Et puis comme tu sais, j'étais jeune, donc j'ai navigué un petit peu dans toutes les disciplines. Après, j'ai une longue période où j'ai arrêté. Et puis quand j'ai décidé de revenir, j'ai vraiment décidé de me faire plaisir et je me suis dit voilà Damien, tu vas combattre dans toutes les disciplines que tu puisses combattre. Voilà. Exactement. Donc Damien, il faut savoir que c'est un combattant que je connais très bien et il a été champion du monde amateur en boxe thaï. C'est ça. Plusieurs titres dans différentes compétitions de grappling jiu-jitsu, que ce soit le Naga, des compétitions locales en France ou autres. On voit Damien aujourd'hui avec une fiche de 3 victoires, 0 défaite, mais en fait derrière il y a tout un background. J'ai jamais hésité en fait à combattre à l'étranger dans le vif du sujet. Tu vois, quand j'ai fait les championnats du monde de MMA amateur, ça a été directement aux États-Unis, à Las Vegas. Quand j'ai fait les championnats du monde de Muay Thai, WMF amateur, gros niveau, j'ai été en Thaïlande, à Bangkok. J'ai toujours essayé de m'amener de la difficulté dans ce que je faisais. D'accord. Voilà. Bah écoute, c'est un parcours plus ou moins atypique. Et atypique aussi, donc avant tu avais d'autres surnoms. Alors on va revenir au but de cette première trash talk dans le MMA. Qu'est-ce que pour toi ça signifie le trash talk? Et comment tu te situes par rapport à ça, surtout dans un pays en France où c'est très mal vu, quoi. La plupart des gens, ils ont des opinions, mais ils n'osent pas les exprimer parce que, voilà, le que dira-t-on, tu comprends? Donc, comment tu vois ça? Bien sûr. Alors, le trash talk, il y a différentes manières de le voir. Il y a le trash talk qui est plutôt d'une manière, sur le ton de la taquinerie, sur le ton de l'amusement, pour faire monter à la sauce, dont lequel moi, j'aime bien participer quand c'est possible, j'aime toujours respecter mes adversaires. Et après, il y a le trash talk, tu sais, qui sont où là, on va un peu plus dans le cadre privé, tu vois. Je donne des exemples. Conor McGregor sur la fin, quand il commence à rentrer, tu vois, dans le truc religieux, les parents, etc. Là, je trouve que c'est moins bien, ça donne une mauvaise image. Oui, les Après, limites. le trash talk, on va dire plutôt soft. Je trouve que ça fait partie du jeu, ça fait partie du spectacle. Faut pas oublier que le MMA, c'est de l'entertainment. Exactement. On parle de l'UFC, il faut être vendeur. Le problème, c'est quand on a une image trop lisse, on vend pas. On vend pas. Exactement. Pour toi, tu prendrais quel trash talker en référence? Un gars, il te fait rigoler, il te fait kiffer, ça met un peu de feu, un peu d'ambiance, un peu de sang et ça te donne envie de le suivre. Tu mettrais qui dans ton top? Je ne sais pas si tu as un top 5, mais si je dois prendre en référence des trash talkers, tu dirais qui? Conor McGregor dans le début, ça... Ouais, il fait triper. Il te faisait triper. Et toi, aujourd'hui, tu n'hésiterais pas à... Alors, bon, moi, je vais te poser une question, hein. On va mettre les pieds dans le plat. Moi, regarde, tu prends la ceinture de l'European Beatdown. Après, deuxième combat, tu as pris une autre ceinture, je crois, dans une compète où tu avais affronté Rachid Metlouti, c'est ça? Ouais, voilà. Voilà. Alors, on sait qu'il y a eu le Covid, mais malgré tout, pourquoi tu n'as pas combattu depuis? Alors pourquoi j'ai pas combattu depuis? Ouais.
tout simplement parce qu'on a eu du mal à me trouver des adversaires. D'accord. Et c'est une réalité, de toute façon. Les gens le savent, hein, y a pas... on essaie de faire, tu sais, monter dans les classements, mais monter dans les classements, au départ, on voulait le faire en France, donc on voulait affronter des Français, sauf qu'il n'y a pas eu foule. Il n'y a pas eu foule, donc on a eu beaucoup de refus, francs et nets, mais voilà. Non, je ne veux pas t'affronter. Voilà. Et il y a eu aussi beaucoup de pas tout de suite, je ne suis pas préparé. On veut des noms. Après, comme je t'ai dit, moi, je suis pas. Moi, je te dis des choses qui sont passées et qui sont réelles et des choses qui sont vérifiables. Je vais te parler je vais te parler du mois de juin, par exemple, à la nuit des combattants. C'était à Persan. Je te dis vraiment, voilà, je te dis ce qui s'est passé. Parce que c'est D'accord. Donc, tu vois, il y avait Rachid qui devait affronter Gianni Vittori. Rachid Matouti qui devait affronter Gianni Vittori. D'accord. Et Rachid se blesse. Et donc Rachid, il me renvoie l'information, il me dit écoute, je me suis blessé, est-ce que ça dit de prendre le combat? Je dis ok, on était à 3 semaines. Je dis ok, pas de problème, je prends le combat. Gianni Vittori accepte le combat. Je dis enfin, je vais pouvoir combattre. Et sauf qu'à 1 semaine de l'événement, Gianni a perdu sa maman. Donc voilà, là, tu peux rien dire du tout. Au contraire, je lui ai envoyé même un message de soutien, etc. Et dans un même temps, si tu veux, sur la même carte, t'avais, m'en fous, je peux te dire le nom, parce que j'en ai rien à foutre, Karamoudi, qui était sur la carte et qui devait affronter un Espagnol. D'accord. L'Espagnol a eu le Covid. Donc forcément, il restait 2 poids lourds sur la carte. Donc qu'est-ce que tu fais dans la logique? Bah, tu switches. Tu dis, bah, Damien n'a plus d'adversaire, Karamoudi n'a plus d'adversaire, bah, on s'affronte. Non, il n'a jamais voulu, le gars. Tu vois, bon, l'organisateur me dit non, c'est pas possible, etc. Je dis ok, pas de problème. Et tu sais, bon, moi je suis un peu de l'ancienne école, je suis pas très réseaux sociaux. Par contre, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est aller en direct. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture et je suis allé le jour du combat. Donc, il a affronté donc une autre personne. Et puis à la fin du combat, voilà, je suis monté sur le ring. J'ai pris le micro, je dis bah voilà. Maintenant, je suis en face de toi. Donc, je suis venu chez toi, devant tout public. Regarde, je suis tout seul. Ah, tu parles de qui là? Excuse-moi, tu parles de qui? On a oublié la translation. Ouais, de Kara. Ah, de Karamoudi. Ouais, d'accord, ok. Donc, tu vois, là, je te raconte en fait un fait qui s'est passé. Il y a des centaines de personnes qui bien étaient là sûr. pour Karar témoigner. qui a combattu ce week-end aussi face à Yann Kwadja. Voilà, d'accord. Ok. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà, moi je lui ai dit ce que je pensais sur le ring. Après, ça ne veut pas dire que... moi, attention, ça ne veut pas dire qu'il ait eu peur ou quoi que ce soit. Maintenant, moi, j'ai pris mes coronets. Et t'es allé directement. Ouais. Je suis allé le voir, je suis monté sur le... Après, je l'ai revu il y a 3-4 semaines parce qu'on s'entraînait, tu sais, dans le 93. Donc, il m'est arrivé de le voir. On n'en a même pas parlé. On a fait nos sparring et puis basta. Mais sur le moment, j'avais besoin de clarifier les choses. De clarifier les choses. D'accord. Après, c'est peut-être un combat qui se fera ou qui se fera pas dans le futur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'ai toujours besoin de prendre ma voiture. J'avais besoin d'aller le voir et lui dire. Voilà, tout simplement. Ouais, parce que après, ça veut pas dire qu'attention, comme je t'ai dit, on s'est revu 3 semaines après, on va pas se faire la guerre. Ouais. Voilà. Mais voilà, moi je te parle en fait de faits réels. De faits réels. Mais de toute façon, je pense que avec le niveau que tu as, et on a vu, ça a été le cas pour beaucoup de combattants dans le passé, il y aura des désistements. Moi, j'en veux pas aux combattants qui vont se désister parce que il y a des entraîneurs qui veulent construire une carrière à leurs combattants, donc ils vont leur prendre des combats entre guillemets plus facile, histoire de prendre de l'expérience et de se construire une fiche pour se vendre à des on va dire des plus grosses organisations. Maintenant, toi, tu es quelqu'un, tu es allé au charbon direct. Tu vois voilà, la différence, elle est là entre toi et d'autres. Quand on m'appelle à 24 heures de l'événement pour l'European Beatdown, et j'étais en vacances. Ma femme était enceinte. J'étais en vacances. On m'appelle le vendredi pour combattre le samedi. Ouais, bah, tu sais quoi, c'est contre Quentin Domingos Rouskov pour la ceinture de l'European Beatdown. Ah, c'était à ce moment-là. La décision, elle a été prise en 10 minutes. Et t'es allé et t'as gagné. C'est-à-dire que moi-même... Voilà. Après, j'aurais pu prendre... Ce jour-là, j'aurais pu prendre un KO. Mais en vérité, ça aurait été la logique. Celui qui avait le plus à perdre, c'était Rouskov. Ouais, c'est pas toi.
Ouais. D'ailleurs, pour te Et dire la c'est vérité, vraiment- c'est à ce moment-là que je t'ai connu. Et en plus, tu avais pris ça en short notice, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et je pensais Ah, clairement ouais, que tu allais perdre. Je pensais moi-même que. Il pensait que tu Voilà. allais perdre. Ah oui, je le reconnais, je pensais. Mais au moins, Mais comme 90% des gens. ça m'a permis de voir ton potentiel. Ouais. Ça m'a permis de découvrir, d'avoir cette belle surprise de ton potentiel. Ah, Et tu vois, moi, il y a une chose peut-être qui va me différencier de certains combattants, Mhm. c'est que moi, j'ai pas peur de perdre. ouais. J'ai Mhm. pas peur de perdre. Ça veut dire que demain, tu vois, je te donne un exemple parce que là, c'est vrai que c'était surmédiatisé le fait de combattre sur RMC Sport. J'aurais pris un KO, une soumission, tout ce que tu veux. Mais c'est le sport, c'est pas grave. Mais bon, je suis pas non plus là avec Kim pour te pousser dans le sens du poil. Tu vois ce que je veux Mais- dire? Je vais te poser- Parce que tu te la racontes aussi parfois. je vais te poser une Je m'en souviens, surtout pendant le combat. Mais, est-ce que tu serais prêt aujourd'hui, ou est-ce que tu estimes qu'en France, ça vaut pas la peine, à provoquer des combattants, mais toujours de manière, on va dire soft, comme tu le disais, juste Ouais. pour créer le buzz et qu'ils acceptent de t'affronter, comme certains combattants ont fait dans le passé, ou tu estimes que ça vaut pas la peine? Alors, en fait, j'y ai pensé pendant un moment, Mhm. vraiment. Et au final, je me suis dit, ça sert à rien. Maintenant, donc j'ai pris une décision. De toute Mhm. façon, la décision a été prise avec mon entourage, avec l'organisation dans laquelle j'ai signé. C'est-à-dire qu'on fera plus de combats franco-français maintenant, c'est terminé. D'accord, d'accord. Maintenant, je vais affronter que des étrangers. Mhm. Voilà, tu sais, les mecs de l'Est, ça reste les mecs de l'Est. Hein. Quand tu les appelles, ils viennent et puis Ils sont durs, hein. c'est une guerre terrible. Ouais, ils sont durs. Voilà, exactement. Ouais. Donc au final, non. Je préfère aujourd'hui préparer mes combats avec les combattants français poids lourds, qu'on se fasse voilà, une petite team et qu'on aille affronter les étrangers. Tu vois, j'ai essayé de le faire pendant 1 an et demi, 2 ans. Ça marche pas, on passe à autre chose et moi j'ai besoin d'avancer. Et de toute façon, c'est pas en provoquant un tel ou un tel. Parce que tu vois, je vais te dire une chose, des fois, c'est même pas les. Alors, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Des fois, c'est pas les combattants qui vont refuser le combat en lui-même. Des fois, c'est les entraîneurs, comme tu l'as dit à juste titre, et des fois, c'est les managers qui D'accord. disent non, tu vas pas affronter ce gars-là, on va affronter quelqu'un d'autre. Après, attention, ça veut pas dire que moi, je bats n'importe qui. Tu sais, dans un combat, il peut se passer, surtout en poids lourd, hein, tu prends une patate, tu fais dodo. Hein. Ouais. Mais dans l'hypothèse, ils vont te dire non, on va préférer peut-être affronter quelqu'un d'autre, alors qu'il y a moins d'expérience dans toutes les disciplines. Parce que tu as dit, moi j'ai que 3 combats professionnels en MMA, j'en ai pas 15. Mais par contre, j'ai une grosse expérience sur toutes les disciplines, mais ça, ils le savent, et surtout en France. Alors qu'un étranger, lui, il va se focaliser sur ton tapologie, il va peut-être se renseigner un tout petit peu, mais il n'aura jamais, en fait, ton background, toutes ouais, les il informations connaîtra pas à droite à gauche. Il connaîtra pas ton background, ouais, c'est ça. Tu as un background solide, mais il va pas aller voir ce que tu as fait avant le MMA. Non, mais écoute, Damien, franchement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours là actuellement? C'est quoi les prochaines échéances? J'ai signé un contrat donc multi-deal à Hexagone, MMA. Donc là, j'ai effectué mon premier combat, il m'en restera 2 à faire. D'accord. Donc, bien évidemment, de toute façon, contre des combattants qui sont étrangers. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Essayer d'aller le plus haut possible. Aujourd'hui, le plus haut possible, c'est l'UFC. Donc là, j'ai 3-0 avec 3 finishes. Donc j'espère honorer mon contrat jusqu'à 5-0 et 5 finishes. Et je pense que là, on sera peut-être pas mal pour d'autres choses. Beaucoup de gens sont focalisés actuellement sur Ngannou ou Cyril Gane, mais moi je pense que tu as toutes les qualités pour un jour intégrer le top 10 et même beaucoup plus loin de l'UFC. Puis surtout en poids lourd. En poids lourd. Beaucoup de poids lourds sont unidimensionnels. Toi, tu es surtout en France, je veux dire, un des seuls poids lourds qui sait en même temps striker, lutter, installer un jeu au sol. Surtout en France, chez les poids lourds, j'en ai pas vu. Mais toi, tu sais, t'es un poids lourd complet. Et ça, il faut le mentionner. Et c'est pas uniquement en France, je dirais même en général. Est-ce qu'à titre perso, juste pour te tester, tu comptes aller faire un peu de sparring dans une académie étrangère, peut-être l'ATT ou une autre grosse académie US? Je pense
Je pense que quand les choses deviendront peut-être un peu plus sérieuses, parce qu'il faut avoir aussi les moyens financiers de le faire. Et bon, bah, après, tu sais, moi, j'ai ma vie de famille aussi à côté, donc c'est compliqué de partir comme ça. J'ai aussi mon travail, donc pour l'instant, c'est compliqué. Peut-être quand les choses deviendront, on va dire, plus, plus sérieuses, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je suis bien avec mes sparring, et puis on fait avec, et puis voilà. Tu peux donner le nom de C'est ton ça. académie, hein, tu vois, si ça peut Bien donner sûr, l'envie aux gens. tu sais, moi, je m'entraîne dans un club privé qui s'appelle le Phoenix CrossFight, donc dans le 91, et aussi en association dans le club Fight Industry, à D'accord. Évry, où bah, y a Johnny qui donne des cours et Peter Léger. Donc, en D'accord. fait, Tu te la racontes à les provoquer ou t'es comme comme d'hab? Trash talk. non, tu vois, après, moi, la provocation, tu vois, c'est surtout de la déstabilisation, en fait. Parce que tu sais, j'ai aussi mon diplôme de naturopathie, et je travaille aussi beaucoup dans le psychologique. Et je trouve que la dimension psychologique, d'essayer de rentrer dans la tête du combattant, elle est primordiale. Ah, Parce c'est que très. des fois, tu peux être moins fort Hmm. qu'un mec physiquement, tu peux être moins fort qu'un mec techniquement, mais par contre, si tu as capté son petit, tu sais, le petit truc que tu as capté qui va Ouais. faire que mentalement, il va lâcher à un moment donné, bah, c'est clair qu'un gars comme moi, je vais appuyer dessus. Et pour moi, j'ai envie de te dire, pour moi, les sports de combat, c'est une grande fête. Je sais pas si vous avez vu mon entrée, en fait, sur... Tu sais que je l'ai cherché sur le site, hein. Je l'ai cherché sur le site, mais je ne l'ai pas trouvé, mais tu me l'enverras. Tu me l'enverras. Ouais, je te l'enverrai. Bah, c'est en replay sur RMC Sport. Ouais. Et voilà, moi, il y a 200 personnes qui sont venues me voir. Parce que j'ai une grosse communauté, moi, derrière. Parce que j'ai peut-être pas une grosse communauté sur les réseaux sociaux, mais j'ai une grosse communauté physique. Ça veut dire que je peux combattre à Reims, je peux combattre à Nice, je peux combattre partout. J'ai toujours des gens qui viennent avec moi. Et donc là, en l'occurrence, bah, il y avait toute ma belle famille qui était là. Donc, du côté de ma femme, qui sont, bah, tu sais, de la Réunion. Donc, tu vois, je suis rentré au combat avec un Sega réunionnais. Est-ce que tu te rends compte? Ah, mais c'est lourd, c'est lourd. Mais c'est du show, c'est du show. Je me suis mis à danser, tu vois, ça a ambiancé en fait tout le Zénith. Et pour moi, c'est ça, tu vois, ça fait partie du show, ça fait partie du spectacle. Ouais. Je veux que ça soit une grande fête. Bah Et ouais. je veux que les gens, ils kiffent au-delà du combat. Je veux qu'ils kiffent. Parce que les mecs, ils sont payés 34 €. Et moi, je veux faire des choses différentes. Tu vois, je veux pas rentrer sur un rap que tout le monde, tu vois. Mais pour moi, c'est une fête. Je veux que tout le monde s'ambiance. Bah écoute, c'est exactement ça qu'il faut, je pense. En France, plus de combattants comme toi. Pas uniquement comme toi aussi, hein. Il faut aussi des mecs, peut-être qu'ils soient plus fermés ou tout ce que tu veux, mais Des showman. il faut des showman comme toi. Il faut C'est ce qu'il faut. Exactement, comme dit Kim, il faut des combattants comme toi parce qu'on est quand même, on est encore dans un sport qui est, nous on est dans la bulle, donc on a l'impression que c'est populaire, mais ça reste quand même confiné à un petit groupe de personnes. Quand tu vois que sur l'équipe, ils parlent jamais de rien, sauf si un Français fait un combat à l'UFC ou gagne un titre, mais sinon ils n'en parlent jamais. Donc plus il y aura des showman, des combattants qui peuvent attirer l'attention ou même clivants, et plus ça sera vendeur. D'où, pour moi, j'estime que le trash talk, alors attention, hein, j'aimerais pas être à la place du combattant qui se fait gazer, mais, mais j'estime que le trash talk, c'est nécessaire. Moi, quand je combats en grappling, en jiu-jitsu, j'aime bien adopter des postures avant que l'arbitre, tu vois, ils disent fight. J'aime bien adopter une posture, mais tu te dis, attends, il se fout de ma gueule, lui. Tu vois. On devrait mettre l'accent un peu plus sur des combattants comme toi, que le public, même que le public MMA ne connaît pas encore assez, alors qu'ils ont un grand parcours en amateur, ils ont un grand parcours dans les différentes disciplines du MMA, parce qu'il n'y a pas que le MMA. Avant qu'il y ait le MMA, il y avait du pied-point, du judo, du jiu-jitsu, de la lutte, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et puis, pas surtout, pour moi, il est important qu'on invite des gens qui parlent, qui disent ce qu'ils pensent. Pas pour chercher à faire le buzz, forcément, mais s'ils veulent faire le buzz, ça ne me dérange pas non plus. Mais voilà, qui sont là pour parler avec franchise. Et c'est tout ce qu'on attendait. On aura de toute façon encore beaucoup de choses. Beaucoup d'aventures comme ça, beaucoup de choses. Et en tout cas, je tenais à vous remercier parce que
parce que vous m'avez donné la possibilité de m'exprimer. Mhm. Je suis très honoré et très fier que je sois le premier dans votre émission. Ouais. Je vous souhaite le meilleur aussi. Mhm. Je vous souhaite forcément que ça marche, Mhm. que vous preniez du plaisir à chaque interview. Et surtout, le dernier message, force à tous les combattants français, toutes les catégories, parce que c'est notre moment. C'est notre moment. C'est pas Aujourd'hui, facile, on a et ouais, su mais c'est le moment. Ouais. Trop de choses à l'étranger. Donc maintenant, c'est à nous de montrer ce qu'on vaut réellement. Et il y aura de plus en plus de combattants français, j'en suis persuadé, au plus haut niveau. Eh ben, écoute, c'est le mot de la fin. On va essayer de continuer comme ça. Et voilà, ici, tu sais très bien, on met un cadre. Mais ce qu'on veut, c'est la spontanéité. Et tu l'es. Et puis voilà, quoi. On sera là pour te suivre pour tes prochains combats. Le 26 février, 26 février, pour Hexagone 3. Hexagone 3. En avant-première. Ouais. Voilà. Vous avez l'exclusivité, voilà, Bah. de mon prochain combat. Je connais pas encore mon adversaire, mais je m'en fous. D'ailleurs, pour cette première vidéo, je vais inclure un peu les internautes. Si vous avez une question pour Damien, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et n'hésitez pas à l'encourager, à lui donner de la force en likant, en commentant cette vidéo. Ou à le trash talker s'il faut. Ouais, c'est Tranquille. bon, après, vous assumerez Voilà. directement. En tout cas, Damien, merci. Vraiment du fond du cœur, merci. Et puis, vas-y, hein, nous on te suit, on va continuer à suivre ça. Et je me fais pas de soucis pour toi. Ça va continuer tant que tu as la santé. Et voilà.